On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on parle du nettoyage des tags et des graffitis à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais d'abord, complexe funéraire au Richelieu qui veut offrir l'aide médicale à mourir. Et actuellement, ça fait l'objet d'un grand débat à Québec. On l'a vu dans les dernières semaines, dans l'actualité, l'aide médicale à mourir dispensée dans un centre funéraire. Ça fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive parce que c'est nouveau. L'aide médicale à mourir, même, c'est pas tellement loin dans notre histoire en tant que société. Maintenant, à quel endroit peut-on demander l'aide médicale à mourir? Bon, majoritairement, les gens la demandent peut-être soit à l'hôpital ou dans un CHSLD ou dans une maison de soins palliatifs ou même à la maison. Mais si on veut mourir ailleurs, est-ce qu'on peut? Est-ce que c'est le choix du patient? Et on l'a expérimenté du côté du complexe funéraire au Richelieu. Avec nous pour en parler, Mathieu Baker. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, ce sujet-là, comme je l'ai dit, a fait couler beaucoup là, dans les dernières semaines. On l'a vu même ici localement à la une du Canada français parce qu'il y a une personne chez vous qui expliquait évidemment qu'elle avait reçu ce service-là. Expliquez-nous un peu la démarche derrière ça. Qu'est-ce qui vous a amené à accepter, disons, un premier cas chez vous? Bien, écoute, nous, comme entreprise, là, on s'est installé ici dans Saint-Jean, secteur Iberville. La compétition est quand même très présente. Donc, dès le début, notre plan d'affaires, c'était de vraiment faire les choses différentes, personnalisées. Fait que je prenais vraiment le temps de bien choisir mon équipe, des gens qui sont impliqués localement, qui ont une belle expérience de vie, puis pas nécessairement des expériences dans le domaine funéraire. Je faisais exprès de pas embaucher des gens du domaine. Fait que, tu sais, ça fait 5 ans qu'on fait des funérailles différentes, des choses différentes. Puis, pour nous, offrir l'espace pour faire l'aide médicale à mourir dans nos bâtisses, c'était juste normal. C'était juste un processus normal parce qu'on était déjà en contact avec ces gens-là. On planifiait déjà des événements et on voyait la demande, on voyait les gens inconfortables avec leur endroit, les choix disponibles pour ces gens-là. Mais le premier cas que vous avez accepté, est-ce que c'est quelque chose que vous avez soumis ou c'est une demande que vous avez reçue d'un client qui dit, écoutez, moi, je vais recevoir l'aide médicale à mourir, mais je veux pas que ça se fasse chez nous ou à l'hôpital? Ça a été fait plus... on a eu beaucoup de discussions avec différents médecins puis de conseillers vraiment qui connaissent l'aide médicale à mourir. Ça fait 2 ans là, qu'on planifie tout ça. Là. Fait que, tu sais, nous, aller chercher quelqu'un à la maison qui reçoit l'aide médicale à mourir, c'est déjà là, une étape de plus. Là. Plus d'émotions, plus d'organisation, plus de tout. Là. Fait que ça a toujours été pour nous un sensible qu'on prenait, un sujet qu'on prenait vraiment à cœur. Le premier, je pense que ça a été carrément une référence là, de certains médecins là, qu'on était déjà en discussion avec et que les gens là, ont su là, qu'on entamait ce nouveau service-là. Là. Que dit la loi en ce moment? Est-ce que la loi nous oblige à recevoir l'aide médicale à mourir en centre hospitalier ou à la maison, ou existe-t-il une zone grise? Bien, je pense pas. C'est toujours au choix du patient. Ça a toujours été. Je pense qu'en faisant la une de la presse, j'ai vraiment surpris le gouvernement. Là. C'était quand même assez évident. Je leur félicite pour ce qu'ils ont déposé, mais je pense qu'il manque beaucoup de précision et de... Tu sais, c'est une discussion sociale, c'est pas juste le gouvernement. C'est comme socialement, il faut que ça soit accepté, il faut qu'on soit ailleurs. Tu sais, même ma propre mère, c'est pas qu'elle était contre l'idée, elle était juste inconfortable avec « Oh my gosh! » tu sais, je suis la 4e génération, ça fait bientôt 100 ans qu'on est en affaires, puis que son fils offre ce service-là dans les bâtisses, c'est quand même spécial. Là. En fait, moi, ce que j'ai vu ou perçu de la part de la ministre Bélanger, c'est un élément de surprise et d'inconfort. Parce que, d'une part, elle dit « Je ne veux pas qu'au Québec, on puisse commercialiser l'aide médicale à mourir. » Dit comme ça, on se dit « Ouais, ça a du sens. » Mais de l'autre côté, si le patient, il ne veut pas mourir chez eux ou à l'hôpital, puis il dit « Moi, j'aimerais ça me louer une salle puis faire ça chez vous. » C'est là où il y a comme un entre-deux, si on veut.
entre ce que veut le patient, puis le fait d'encadrer, puis on veut que ce soit éthique d'un côté. Mm-hmm. Bien, nous, c'est vraiment un service très humain. J'ai la chair de poule, juste en parler. C'est très, très, très émotif. On rentre dans les détails jusqu'au moment qu'ils rentrent, comment est-ce qu'ils rentrent, ils sont en chaise roulante. La plupart sont sur leurs deux pieds. Ils nous posent la question, qu'est-ce qu'on met comme habit? Les gens, ils prennent ça. Puis d'ailleurs, c'est un événement très important. Écoute, je peux pas dire... Je peux juste comme remercier mon équipe parce que c'est surtout à cause d'eux qu'on est capable d'offrir ce service-là. Bon, l'aide médicale à mourir, comme je le dis, c'est assez nouveau dans notre société. Comment ça se passe ailleurs au Canada? Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce qu'il y a même plus d'ouverture sur le fait de recevoir une aide médicale à mourir ailleurs qu'à la maison ou en centre hospitalier? Je ne suis pas vraiment au courant. J'ai vu qu'en Colombie-Britannique, qu'il y avait des parcs, puis ça dépendait des villes, puis chaque règlement. Là. Mais je vais m'attenir à suivre ma province ici, là, mais... Bon, là, le gouvernement dit, on s'est réunis, puis tout ça est un peu aussi, on le sait, depuis le début, cette affaire-là, il n'y a pas de partisanerie politique là-dessus, parce que ça avait été lancé à l'époque par Véronique Yvon, donc c'est vraiment à tout le monde. Et là, on a même vu récemment l'encadrement ou le nouvel encadrement qu'on veut y mettre. Encore là, Mme Bélanger a consulté les autres partis. Que dit l'encadrement que le gouvernement veut maintenant imposer à l'écart de l'aide médicale à mourir? Comme je vous dis, j'ai placé deux appels téléphoniques. J'attends toujours des précisions parce que pour nous, c'est pas clair. Je peux comprendre qu'ils ne veulent pas qu'on charge. Puis d'ailleurs, nous, on en a fait 4. Sur les 4, il y en a 2 qu'on n'a pas chargés parce qu'on a décidé que on offrait le service. Donc, que le gouvernement dise vous ne pouvez pas charger, c'est quand même un peu insultant là, sur notre travail. C'est quoi notre temps? Ça ne vaut pas rien. Je veux bien dire qu'on est commercial, mais les médecins, eux, c'est quand même privé, puis ils se font payer par le... Est-ce que là, dans le fond, l'encadrement ou le nouvel encadrement, ce que ça dit, c'est OK, si le patient veut avoir son aide médicale à mourir dans un complexe funéraire, OK, mais de l'autre côté, ce qu'on vous dit, c'est on ne veut pas que vous facturiez ce service-là. Mm-hmm. Et encore moins en faire la publicité. Oui. Mais ça, faire la publicité, j'ai pas de problème. On n'a pas l'intention de faire la publicité. Comme je vous dis, on est déjà en contact avec ces gens-là. Ouais. On était là juste, on l'a offert pour répondre à notre clientèle. Puis, écoute, c'est quand même... la facturation qu'on faisait, nous, c'était comme la rencontre, la planification de l'événement, placer la salle, aménager la salle, l'utilisation de nos télévisions, tout notre système. Ensuite, c'est aussi de sortir la personne. Il y a du personnel, il y a une civière, j'ai quand même une morgue à l'arrière, des installations, toutes pour offrir ce service-là. Fait que c'est pas juste l'aide médicale à mourir. Moi, je ne charge pas pour l'aide médicale à mourir, mais je charge pour mon temps puis mes bâtisses. Et là, de ce qu'on comprend, c'est dans l'hypothèse où un complexe funéraire charge le service, il peut y avoir des amendes quand même assez salées là, qui viennent avec ça en ce moment-là. C'est assez vague. Encore là, je trouve ça insultant qu'ils ont passé plus de temps là, à monter là, les genres d'amendes qu'on pourrait avoir versus juste prendre le téléphone puis me parler puis voir vraiment comment est-ce qu'on peut s'entendre. Y a-t-il comme un frais minimal? Comme ça, le gouvernement, il aurait pu être plus transparent. Là, on se sent comme un peu, tu sais, on sent l'expression qui est sortie, on se sent comme les bandits dans Lucky Luke. Là, franchement, je suis quand même régi par le ministre de Santé. J'ai des bâtisses approuvées par eux. Je ne suis pas un deux de pique, là. Je suis bientôt 100 ans que ma famille est dans le domaine funéraire. Ils nous traitent un petit peu comme... on est spécialiste dans le deuil. Là. On n'est pas là pour nuire à la cause. Là. Les gens, là, depuis qu'on a fait ce service-là ou affaire, là, le nombre de téléphones puis des félicitations que nous avons, des gens qui comprennent puis qui savent l'importance d'avoir un lieu neutre, c'est quand même très touchant. Là. Et là, de ce que je comprends, c'est que le nouvel encadrement proposé par Québec vous déplaît, mais de l'autre côté, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a comme pour vous encore des zones grises
qui sont pas clairs, là. Non, c'est pas clair. C'est sûr que c'est pas clair. Je ne vais pas me prononcer. Je vais attendre que les choses se précisent là, dans la loi. Et aussi, comme je dis, c'est une évolution là, de choses. Je pense que socialement puis politiquement, il y a une évolution à faire. Il y a des discussions, puis je suis très fier de faire partie du mouvement qu'on a commencé cette discussion-là. Comment c'est perçu dans l'univers des centres funéraires au Québec? Est-ce que vous avez reçu d'appels de collègues ou de connaissances qui disent « Hey, bravo, vous faites bien » ou d'autres qui eux-mêmes ont un confort et ils sont contre? Est-ce que ça fait l'unanimité dans le domaine ou pas tant? Je pense pas, mais comme toute chose, c'est une évolution. Là. Il y a eu des commentaires là, le premier vendredi qu'on est sorti de la presse très négatifs, mais ces mêmes personnes-là qui ont changé déjà dans une semaine suite aux commentaires des médecins, les autres articles, les spécialistes dans le domaine qui disaient hey, « Écoute, le gouvernement, là, c'est une bonne chose. Là. C'est des gens qualifiés. Ils font pas ça pour nuire à la cause, au contraire. » Oui. Est-ce qu'il y a d'autres centres funéraires au Québec qui ont expérimenté l'aide médicale à mourir à l'intérieur même de leur enceinte ou si vraiment vous êtes les premiers à avoir fait ça au Québec? Moi, je pense qu'on est les premiers. J'ai assez à gérer mes choses que je ne suis pas tant en contact. Vous n'avez pas eu d'écho là-dessus. Là. Non, pas... Et les 4 clients là, qui ont demandé ce service-là chez vous dans les derniers mois, pourquoi ils ont fait cette demande-là? Pourquoi ne voulaient-ils pas mourir à domicile ou dans un centre hospitalier? Qu'est-ce qui motivait leur choix? Bien, leur famille ne voulait pas faire ça dans leur maison. La conjointe, souvent, ne veut pas avoir le souvenir de ça. Il y en a d'autres que, carrément, leur appartement, ils voulaient faire comme une mini-fête. Ils voulaient vraiment célébrer le départ de la personne. Donc, pour ces raisons-là, c'est assez évident là, qu'on était... quand ils ont su qu'on était ouvert à peut-être faire ça dans nos établissements, bien, ça nous a vraiment fait « OK, bon, bien, on va le faire, puis on est les premiers. » là. Quelles sont vos prochaines démarches avec le gouvernement? Avez-vous des rencontres de prévues? Bien, comme je vous dis, je laisse des messages. Là, j'invite la ministre Bélanger là, à prendre le temps. Je pense qu'elle devrait prendre le temps. Je suis le seul salon funéraire au Québec qui a implanté ça. Je pense qu'elle mérite de s'asseoir là, une demi-heure au moins avec moi. Là. Avez-vous d'autres aides médicales à mourir à venir? Pouvez-vous encore le faire? Ben oui, puis qu'on ne charge pas. Justement, j'aimerais ça préciser. J'ai quand même des employés qu'il faut que je paye, des choses, des équipements, des choses. Je ne veux même pas charger pour ça, mais c'est assez facile à charger d'autres frais. S'ils veulent que je sois un bandit, ça ne me tente pas, là, mais j'aimerais mieux que le gouvernement soit clair sur la façon qu'on doit charger ça. Mais à un moment donné, il faut être réaliste dans tout ça. Là. Mais c'est nouveau, dans le fond. On est en train d'amener la discussion à un autre niveau. Dans le fond, c'est là où on en est. Peut-être que dans 2 ans d'ici, ça va être d'autres choses. D'ailleurs, le 15 juin, j'ai TV2 France qui vient de passer la journée avec nous là, au complexe funéraire au Richelieu. Ça, je trouve ça merveilleux que ça fait bouger les choses un peu partout là, sur la planète. Parce qu'en France, l'aide médicale à mourir est quasiment non existante. Donc, ils veulent faire avancer le dossier là, en France. Monsieur Baker, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.
Au cours des prochaines semaines et même jusqu'au mois d'octobre, on va entamer bien sûr ce grand nettoyage des tags et des graffitis à Saint-Jean-sur-Richelieu via le projet Dégraffe qui existe déjà depuis plusieurs années. Deux invités pour en parler. D'abord, Sonia Desmarais, qui est la directrice de Justice alternative au Richelieu. Bonjour à vous. Bonjour, M. Latour. Accompagnée de Mylène Hébert, qui est intervenante sociale. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bon, question toute simple d'abord et avant tout. Justice alternative du Richelieu, qu'est-ce que c'est comme organisation? Dans le fond, on est un organisme communautaire qui fête ses 40 ans cette année, et donc qui a été créé en 1983. Dans le fond, on est un organisme qui, initialement, travaillait au niveau des mesures réparatrices pour les adolescents qui ont commis des infractions au niveau criminel. Donc, il y a une loi spécifique à eux, qui est la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Puis les organismes de justice alternative, on travaille dans une perspective de réparation envers les victimes, envers la communauté. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner ces adolescents-là. Il y a différentes dispositions qui existent dans la loi qui fait en sorte qu'un adolescent, l'objectif, c'est de le responsabiliser et qu'il puisse réparer son geste. Donc, en gros, là, c'est le cas type, exemple, d'un jeune de 15-16 ans passe devant le tribunal de la jeunesse pour, je ne sais pas, un méfait, un vol ou quoi que ce soit, et on va lui imposer soit une amende ou souvent, dans certains cas, des travaux communautaires. Exactement. Mais l'exécution de ces travaux-là, de cette pénalité-là, passe par un organisme comme le vôtre. Exactement. Dans le fond, on a une entente de collaboration avec les centres jeunesse qui spécifie vraiment les mandats de chacun. Puis les organismes de justice alternative là, ont vraiment un mandat au niveau de l'application des mesures de réparation. On pense souvent aux travaux communautaires, mais ça va au-delà de ça. Ouais. Au-delà de ça, la justice réparatrice, l'objectif aussi, c'est de mettre en lumière aussi les victimes, donc de répondre aux besoins de celles-ci en favorisant les rencontres de médiation. Donc, souvent, les gens connaissent les mesures de réparation dans la communauté, mais la première mesure qui est envisagée pour un adolescent, quand une victime le souhaite, peut obtenir réparation. Donc, nous, à ce moment-là, on débute une démarche de médiation avec eux. Pour qu'il y ait une rencontre. Pour qu'il y ait une rencontre. C'est sur une base volontaire. Puis l'objectif, c'est vraiment que ça vienne répondre à un besoin puis au questionnement de la victime. Des fois, ça peut prendre forme rencontre directe, lettre d'excuse. Donc, dans une année d'opération, vous faites passer combien de... J'aime pas le mot dossier, mais de cas, là, disons, que vous allez avoir à traiter dans une année? Pour notre région, à nous, dans le Haut-Richelieu, on parle à peu près d'une centaine de dossiers par année. Puis on rejoint à peu près une cinquantaine de victimes. Une cinquantaine de victimes? Une cinquantaine de victimes. Sur 50 victimes, il y en a qui ne souhaiteront pas nécessairement obtenir réparation. Donc, à ce moment-là, on va se tourner vers les travaux communautaires. Donc, il y a une évaluation qui est faite, mais effectivement, c'est quand même une centaine de dossiers là, par année. Bon, si Justice alternative existe depuis 40 ans ou presque, le projet Dégraffe, lui, existe depuis une bonne dizaine d'années? Oui, depuis 2005. Donc, parti d'un projet pilote dans le Vieux-Saint-Jean avec la Société de développement, on avait remarqué là, une augmentation des graffitis dans le centre-ville. Puis par la suite, là, au fil des années, le projet s'est développé. Puis maintenant, c'est vraiment à la grandeur de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, Mylène, comment ça s'organise, le projet de Dégraffe, toute cette logistique alentour de ça? Il faut les trouver, les répertorier, mettre des équipes. Bref, comment ça fonctionne? Exactement. Bien, durant l'été, on a un employé qui est là pour travailler avec nous, avec les jeunes, aller sur le terrain. On a une entente avec la ville, dans le fond, qui a mis sur son site web un formulaire. Puis les gens peuvent aller remplir le formulaire quand ils voient un graffiti. Ensuite, c'est pas très long, là, peut-être 30 secondes, 1 minute, remplir le formulaire. Ils peuvent mettre la photo et situer où se trouve le graffiti. Ça va arriver dans mon courriel. Nous, on a un document, dans le fond, qu'on remet à l'employé d'été et lui va savoir où aller enlever les graffitis. On va les catégoriser par priorité. Fait que tout ce qui est des propos haineux ou qu'il y a des noms qui sont cités, c'est sûr qu'on va aller les enlever par priorité, excuse-moi. Donc, de mai jusqu'à la fin juin, là, toutes les fins de semaine, les samedis, les dimanches, toute la journée, là, mon équipe part pour enlever les graffitis. On demande, si c'est sur des terrains privés, là, des maisons, des choses comme ça, on va demander des décharges.
Si c'est sur des lieux publics, bien, la Ville là, nous donne autorisation d'aller enlever les graffitis. Cette année, la nouveauté qu'on a, c'est des petits cartons comme ça. OK. En fait, on a des endroits publics, des murs légaux, en fait, là, pour faire les graffitis pour les jeunes, pour les adultes, pour Mais tout le monde. c'est souvent en ce fait. qui est réclamé dans les villes, de dire, bien, Oui. pouvez-vous donner une place où ils peuvent au moins s'exécuter? Là? Oui, exactement. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on a nommé les 2 endroits sur le carton, mais cette année, la nouveauté, c'est qu'on a un code QR qu'on a mis à la disposition. Fait que ça facilite encore plus les citoyens pour aller dénoncer les graffitis. Fait qu'ils n'ont plus à chercher sur le site. Ils scannent le code QR c'est et ça les intéressant. emmène directement. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Moi, l'autre jour, j'ai juste voulu dénoncer un nid de poule. Je m'y suis rendu, mais bon, il y a beaucoup de choses sur les sites web aujourd'hui avec les services en ligne. Donc, même chose, si demain matin, j'avais à dénoncer un graffiti, honnêtement, je finirais par le trouver, sûrement. Là. Mais c'est sûr que c'est plus rapide quand on a un accès, comme vous dites. Là. Exactement. Puis on a fait faire des affiches qu'on va mettre dans des points stratégiques également. Hey, c'est quoi les 2 places où on peut faire des graffitis à Saint-Jean? Bien, en fait, il y a sous le pont des trains, là, sur la place publique à Saint-Jean. Puis, on a près du ruisseau Hazen, au coin Riendeau et 10e Avenue. OK. Là, Ça, c'est les 2 à endroits Iberville. permis. Oui, Bon. exactement. Mais je regardais dans les chiffres, là, puis prenons les chiffres de 2022, donc l'année passée, 237 signalements de graffitis ont été faits. 237. Effectivement. C'est énorme, C'est quand même beaucoup. quand même. Puis 195 ont été nettoyés par votre équipe pour une superficie totale de 3759 pieds carrés. 3008, disons, là. 3800 pieds carrés de graffitis. Oui. Wow! Oui. Ça part avec quoi, ça, finalement? Bien, on a des produits spéciaux là, qu'on achète, machine à pression, puis beaucoup de jus de bras de nos Le jeunes. frottage. Ça oui. marche, oui? Ça fonctionne bien. C'est sûr que le graffiti, quand il vient d'être fait, c'est beaucoup plus facile à nettoyer. Il y a des endroits, bien évidemment, qui ne sont pas accessibles. Donc, il faut garder en tête c'est un projet communautaire, donc on implique des adolescents. Fait que c'est sûr qu'il y a des endroits, quand c'est plus risqué, là, qu'on n'ira pas. Mais effectivement, ça part quand même bien. OK. Donc, ça part d'un signalement. Ça arrive dans votre boîte courriel. Vous avez un employé qui est associé à tout ça. Mais à quel moment s'ajoutent, dans le fond, les jeunes qui vont aider l'employé à nettoyer les graffitis? Dans le fond, nous, quand on va recevoir les demandes, quand on reçoit le dossier d'un adolescent, on va toujours lui demander qu'est-ce qui fait du sens pour lui. Fait que l'objectif de la mesure de réparation vers la communauté, c'est de l'associer à un organisme de la communauté pour qu'il répare son geste. Puis Dégraffe fait partie de cette possibilité-là. La plupart des adolescents vont demander à faire des graphes pendant l'été. C'est un projet qui est à l'extérieur, ça bouge, c'est très concret aussi. Ils voient le avant, le après. Donc, on va proposer ça aux jeunes, puis les jeunes, par la suite, on planifie un horaire avec eux, puis ils embarquent sur le projet des graphes. Est-ce qu'eux-mêmes émettent des réflexions? Je sais pas, le fait de nettoyer, de retirer un graffiti, est-ce qu'ils ont une autre opinion ou une autre perspective sur le fait qu'il y a des gens qui font ça? Là? Oui, ça va arriver. Puis, tu sais, on va même voir des jeunes qui vont nous dire des fois à la fin de leurs heures ou même à la fin d'une journée. En tout cas, moi, je connais des amis qui font des graffitis, puis c'est sûr que je vais leur dire de plus n'en faire parce que moi, je veux plus les effacer. Exactement. Fait que oui, on va en voir des jeunes qui vont nous faire des messages comme ça. Ça va arriver, oui. Mais tu sais, ce qui est drôle aujourd'hui, dès qu'on a une nouvelle infrastructure publique, c'est sûr que nous, comme citoyens, on se dit, bon, ça va prendre combien de temps avant qu'il y en ait un qui apparaisse? Des fois, tu fais quasiment une gageure, là, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. T'sais, on regardait le nouveau pont Gouin, on s'est dit, bon, là, c'est sûr qu'à un moment donné, il va en avoir. Là, effectivement. mais en même temps, c'est un lieu d'expression, c'est une manière de s'exprimer. Puis là, c'est évidemment, heureusement, il y a une ouverture pour offrir des sites. Fait qu'il y a combien de jeunes qui peuvent participer au retrait là, des graffitis dans une saison avec le projet? Là? Dépend toujours du nombre d'adolescents qu'on reçoit au niveau des dossiers. Je sais qu'on a les jeunes aussi, de jeunes bénévoles du Centre d'action bénévole qui une possibilité qu'ils puissent venir faire leurs heures de bénévolat. Donc, on implique plus largement que juste des jeunes en dossier là, au niveau de la LHPA ou par rapport au ticket. Donc, ça peut être des bénévoles tout court, là, aussi. Exactement. Fait qu'on accueille à peu près, là, pendant un été, une trentaine d'adolescents.
Puis, dépendamment des saisons aussi, là, ça peut représenter à peu près 400 heures là, qui est mis sur le projet. Bon, parce que là, vous avez déjà commencé depuis le 1er mai, mais ça se poursuit quand même jusqu'au 15 octobre, donc c'est quand même une assez longue période. Vous en faites un peu à tous les jours? Ou... C'est ça. Dans le fond, durant du mois de mai jusqu'au 23 juin, jusqu'à temps que l'école commence, on fait les samedis, dimanches, fait que c'est des 7 heures par jour. Ensuite, durant l'été, c'est du mardi au vendredi. Okay. Puis après ça, on recommence les fins de semaine. Est-ce que ça arrive des fois qu'on enlève un graffiti et on dit hey, « c'est dommage parce qu'il était bon ». Oui. Bien, il y a différentes catégories de graffiti. Donc, effectivement, il y en a que ça va être vraiment plus... moi, je pourrais dire ça, des graffitis où l'art est beaucoup mis en place. Fait qu'effectivement, des fois, c'est dommage de les retirer. Ça reste que c'est une infraction criminelle. Hein? Donc, quand c'est un endroit qui ne nous appartient pas, on ne peut pas faire de méfait de graffiti. C'est considéré comme du vandalisme. Puis, il y a d'autres catégories de graffiti que c'est plus des tags. Donc, à ce moment-là, c'est comme des signatures. Ouais. Donc, Puis, on disait en introduction de l'entrevue tantôt les propos haineux et tout ça. Est-ce qu'il y en a beaucoup de ça, malgré tout? Ouais. On va les retrouver plus dans les parcs, sur les tables à pique-nique, où est-ce que les personnes vont se rassembler en gang pour pouvoir se faire des messages, des choses comme ça. On va en avoir à quelques reprises durant l'été. Quand les gens vont nous appeler, on y va sur le champ, oui. Je présume qu'ailleurs au Québec, il y a aussi de ces organismes comme le vôtre un peu partout, mais est-ce qu'il y a aussi ce genre de projet-là pour enlever les graffitis? Avez-vous des échos de ce qui se passe ailleurs au Québec? Oui, bien, je sais qu'il y a d'autres régions comme l'Outaouais, l'OGA de l'Outaouais ont le projet également là, d'enlèvement de graffitis, Valleyfield, donc tout le territoire du Suroît, Granby. Donc, il y a d'autres organismes de justice alternative qui ont décidé de développer ce projet-là. Donc, si vous constatez un tag ou un graffiti, donc vous pouvez le dénoncer, le signaler via le site Internet de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, après quoi ça va tomber dans les mains de justice alternative du Richelieu pour le retirer. Et ça va être comme ça encore année après année. Effectivement. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Vous savez, depuis quelques jours, quelques semaines, il y a d'importants feux de forêt un peu partout au Canada et les villes, notamment Saint-Jean-sur-Richelieu, interdit les feux à ciel ouvert. Donc, c'est interdit jusqu'à nouvel ordre. Vous pouvez toujours, évidemment, vous renseigner auprès des services concernés, notamment les pompiers, ou directement à sjsr.ca. À demain. Bye-bye.